Et bonjour, je suis Monsieur Lucien Banzouzi, et moine bouddhiste. Dans cette vidéo, je parle de mes expériences et de ce que j'apporte à la communauté. J'ai donc eu la chance de m'asseoir avec le jeune Miaka Sissa, qui me pose des questions très pertinentes et que j'admire beaucoup. De ce fait, je te recommande de suivre cette interview afin que ce message t'enrichisse. Basé à Taïwan, Fogouan Shan que tu vois à présent dans ces images est un ordre monastique international chinois du bouddhisme. Le complexe monastique de Fogouan Shan a été créé le 16 mai 1967 au village d'Ashu, dans le district de Kaohsiung, au-dessus d'une magnifique colline. Depuis plus de 4 décennies, sous la direction de son fondateur, le vénérable maître Singyun, et grâce aux contributions des disciples monastiques et laïcs, Fogouan Shan s'est désormais établi comme étant le plus grand monastère bouddhiste au monde et une terre sainte bouddhiste mondialement reconnue. Depuis sa création, le temple de Fogouan Shan s'efforce de promouvoir le bouddhisme humaniste avec une philosophie consistant à apporter aux hommes la confiance, la joie, l'espérance et l'aisance dans l'objectif ultime d'instaurer la paix universelle. Le vénérable maître Lucien Banzouzi a été formé à Fogouan Shan, dont il est le premier moine noir africain de cet ordre monastique dans toute l'histoire de l'humanité. Congolais de nationalité, il est le fils de Mambangala Ontanas et de Koukena Véronique qui lui donne naissance à Mombelo le 9 janvier 1972 en République du Congo. En 1995, alors qu'il a 20 ans, il se rend à Taïwan pour une formation qui va durer 8 ans en plein Fogouan Shan. Finalement, il est officiellement intronisé moine bouddhiste en 1998 et devient le vénérable maître Weran Fashi après avoir été initié à Bodh Gaya en Inde dans les Himalayas. Ainsi, en 2002, il fait son retour au pays où il s'engage à créer le temple de Fogouan Shan Yin Temple en 2003, puis le temple de la Grande Sagesse en 2021 afin de servir la communauté à travers l'éducation autour de la philosophie bouddhiste. Depuis lors, il contribue à la formation de nouveaux moines dans l'ordre monastique de Fogouan Shan. Toutefois, le temple de la Grande Sagesse du vénérable maître Weran Fashi ne porte pas que sur l'éducation. En effet, le vénérable maître est aussi là pour apporter sa contribution à la guérison des hommes, au bien-être des hommes et à celui de l'environnement, dont le but ultime de participer au développement de notre pays. À travers des soins énergétiques, des méditations multidimensionnelles et entre autres, la pratique du yoga et de l'exercice physique et ou du kung-fu, il guérit plusieurs maladies ou anomalies de santé telles que les AVC, les complications d'AVC, la tension, l'épilepsie et bien plus. Lorsqu'il est répandu presque comme une épidémie de voir les nôtres s'affirmer principalement dans l'islam et le christianisme, Monsieur Lucien Banzouzi a choisi de briser les tendances et surtout d'écrire une histoire différente en devenant le premier moine congolais, noir et africain de l'ordre monastique de Fogouan Shan de l'histoire. Dans cette vidéo, j'ai la chance de m'asseoir avec lui-même pour une interview exclusive afin de comprendre entre autres son parcours ainsi que les motivations et aussi bien le pourquoi d'un tel parcours qui finalement n'est pas chose courante dans notre communauté. Si comme moi tu es curieux et aimerais découvrir ce que la sagesse bouddhiste pourrait bien t'apporter, peu importe qui tu es et le métier que tu exerces, alors je t'invite à prendre un siège, à ajuster ton volume et à laisser tranquillement ton cerveau et ton cœur traiter au mieux de leur capacité les informations et la sagesse que le moine s'apprête à te partager ici et maintenant. Bonjour Excellence. Bonjour. Déjà, merci de nous avoir reçus ici au Temple de la Grande Sagesse pour faire cette interview. La première question que je vais vous poser, c'est de savoir comment vous vous sentez là aujourd'hui.
Je suis joyeux, joyeux et je suis très content. Donc, nous allons commencer l'interview. D'abord, j'aimerais donner un petit mot, un petit contexte à ceux qui suivent ma chaîne est destinée à des contenus pour des entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, je reçois un bouddhiste, un moine bouddhiste que nous allons tous découvrir parce que l'entrepreneuriat n'est qu'un petit aspect de la vie. Ce n'est pas forcément la seule chose qui compte dans la vie. Donc nous avons des sagesses qui peuvent nous aider justement à avancer dans l'entrepreneuriat. Donc le bouddhisme va au-delà de tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai aujourd'hui Monsieur Lucien Banzuzi pour bénéficier un peu de la sagesse bouddhiste et voir, donc ça c'est le devoir de tout un chacun qui suit l'interview, de voir par rapport aux informations qu'il va échanger, comment les appliquer justement dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est le devoir de toi qui es en train de suivre cette interview. Et là, j'invite le moine pour partager une sagesse et aussi pour découvrir son parcours. Donc, Vénérable Wiran Fashi, est-ce que vous pouvez nous conduire un peu dans votre enfance? Est-ce que vous pouvez nous faire voyager dans votre enfance? Comment se passe votre enfance déjà? Quel type d'enfant étiez-vous lorsque vous étiez petit? Bon, d'abord, quand nous sommes nés, c'était par la condition de nos parents, papa, maman. Ils nous ont mis en seconde et ils nous ont mis à l'école. Et il y a eu d'abord l'éducation de papa, maman, et puis l'éducation extérieure qui n'a autre que donc des études. Et voilà. Au fur et à mesure que nous grandissons, que je grandissais, et j'ai été bien éduqué par papa, maman. Vous avez reçu quelle éducation? Est-ce que vous avez reçu l'éducation chrétienne comme tout le monde? Oui, tout à fait. Parce que papa et maman étaient chrétiens. Comment ça s'est passé? Et vous êtes une famille de combien d'enfants? Et quel type d'enfants étiez-vous parmi? Bon, mais nous étions 8. Et il y a un qui est parti. J'étais chrétien, j'étais catholique, parce que notre famille, la famille papa, maman, tous, en tout cas, c'était des catholiques. Et que, donc, précisément, moi-même, donc, je suis catholique, parce que je suis né d'une famille catholique. Et aujourd'hui, j'ai grandi, et donc, je suis donc moine bouddhiste. Donc je suis bouddhiste. Alors avant de devenir bouddhiste, j'avais mon cousin qui était dans une association qu'on appelait une association bouddhiste et développement. Et que mon cousin m'a amené, c'est là où j'ai fait. Avant d'en arriver là, vous avez dit que vous avez fait l'école comme tout le monde. Où est-ce que vous avez passé votre enfance et votre scolarité? Vous êtes allé à l'école du colon où tous nous sommes allés apprendre, entre autres, à nous détester et à connaître tout des autres et presque pas grand-chose de nous-mêmes. Où est-ce que vous avez étudié et jusqu'à quel niveau vous êtes arrêté? Ça s'est passé dans quelle localité des autres pays? J'étais suis né à Montbéliard, et c'est là où j'ai fait mes études. Et quand j'ai fini mes études, j'ai eu le CP. C'était le CP, et je suis parti à Dolisie. Et c'est à Dolisie que j'ai fait quand j'ai des études. Et jusqu'au moment où je suis parti dans les centres universitaires, après avoir le certificat de BMG. À ce temps-là, ça s'appelait le BMG technique. Okay. C'était en quelle année? En 1988. Donc en 88, vous obtenez votre BMG, c'est ça? Oui. Okay. Et BMG technique. Et c'est là où je vais dans les centres universitaires d'agronomie. Dans quelle localité? Toujours de Dolisie, la région du Niali. C'est là où j'ai fait dans mes études. Et quand j'ai fini, j'ai eu le certificat. Et c'était qui m'avait donc au centre au Maroc.
envoyé ici en Côte d'Ivoire. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, et c'est là où j'ai continué après avoir eu les BMTA. Le BMTA, c'était quoi? L'agronomie. L'agronomie. Le certificat technique d'agronomie. Et quand je venais ici, j'avais des ambitions. Je fais un examen qui devait m'amener au Cuba pour devenir ingénieur agronomie. Et puis, je faisais un stage et je préparais donc mon voyage afin que je devienne ingénieur. Et malheureusement, effectivement, j'avais manqué ça, ce voyage. Vous avez manqué le voyage. Le voyage. Est-ce que le fait d'aller à Cuba a été conditionné par un test universitaire, un concours? Oui, c'était un concours que je faisais, mais je n'ai pas eu ce concours-là. Ok. Et puis, je n'étais pas admis au concours, et donc je n'étais pas parti. Je suis parti faire donc l'imprimerie. J'ai fait l'imprimerie. Où ça? Le Offset à Loanzili. À Loanzili, ici à Pointe-Noire. Ici à Pointe-Noire, Offset, je l'ai fait. Et au fur et à mesure, j'ai eu mon cousin, il n'est plus là, il s'appelait Francis, il est décédé. Donc c'est lui qui m'a amené donc, dans une association qu'on appelait l'Association bouddhiste pour les devoirs du Congo. Et là, c'est en quelle année maintenant? C'était en 1991 et 12, 93, donc 11, 12, 93. Et c'est là où je participais dans cette association. Et j'étais tellement très social et respectueux. Et justement, ceux qui étaient devant et m'ont choisi. Et parmi ceux qui devaient donc partir en Afrique du Sud et pour aller dans les instituts bouddhistes et pour apprendre. Donc là, on est en train de rentrer déjà. On semble comprendre que le déclic, c'était le fait que votre cousin, M. Francis, vous emmène dans une association bouddhiste et que vous avez commencé à évoluer. Mais comment ça se passe lorsque vous arrivez, entre le moment où vous arrivez et le moment où vous décidez que je dois maintenant être bouddhiste? Qu'est-ce qui... Bon, d'abord, avant que je rentre, avant que je devienne bouddhiste, je venais de dire que j'étais catholique. J'ai été aussi servant. J'étais servant à Montbello, même à Dolizé, je l'ai fait, j'étais servant. Donc, dans ces sens religieux, dans les sens spirituels, je me suis donc engagé et d'aller un peu loin. Et alors, donc, je m'étais intéressé d'apprendre le bouddhisme. Ok, vous dites que vous êtes intéressé d'aller un peu loin. Donc pour vous, c'est comme une continuité du fait que vous étiez chrétien pratiquant. Le bouddhisme était comme une continuité. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Bon, pas peut-être une combinaison. Quand vous parlez du christianisme, du catholique, c'est la religion. Et quand on parle de la religion, nous voyons donc la spiritualité. Et je vais, en tout cas, être un spirituel. Chercher à découvrir le sens de cette vie. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que vous choisissez le bouddhisme et que vous ne restiez pas dans la religion chrétienne? Bon, mais c'est comme quand nous sommes sur le banc de l'école. Là, je vous ai parlé que je devais devenir ingénieur agronome. Mais les objectifs que j'avais, je devrais être un pilote aussi, parce que j'aimerais devenir un pilote. Alors, comme les causes et les conditions, et c'est ce que nous appelons donc le destin. Et le destin a pensé que vis-à-vis des objectifs et les causes et conditions est fait que je deviens bouddhiste, que je puisse aller à l'école et chercher à comprendre aussi le bouddhisme, comprendre la spiritualité. Et je pense que j'ai choisi aller donc à l'école, chercher à découvrir d'autres obédiences. Voilà. Et que voilà ce qui a fait que je puisse donc le devenir. Est-ce que c'est la personnalité, lorsque vous êtes arrivé dans cette association, est-ce que c'est la personnalité de Bouddha qui vous a impressionné
vous avez trouvé que c'était plus parlant que la personnalité de Jésus. Voilà pourquoi vous avez... Nous, on cherche le déclic là. Quand vous arrivez dans l'association, vous commencez à apprendre des enseignements bouddhistes, n'est-ce pas? Oui. Et puis, le déclic, vraiment la chose qui vous dit que je dois maintenant être bouddhiste. Est-ce que c'est la personnalité de Bouddha? C'était quoi? Bon. C'est vrai qu'on est d'accord que vous voulez apprendre. Mais jusqu'à prendre la décision d'être bouddhiste, il y a quand même quelque chose, on se dit, qui est responsable de cela. Oui, quand j'étais à l'école, quand j'étais sur le banc de l'école, je lisais certains bouquins de Bouddha. Et que je m'intéressais à l'éducation de Bouddha. Donc ça, c'est bien avant de connaître l'association, bien avant que votre cousin vous emmène. Vous étiez déjà en train de vous documenter sur le bouddhisme. En tout cas, je me documentais de temps en temps. Et je m'étais dit, bon, avec la présence de l'association, je vais donc m'efforcer et afin que je puisse découvrir qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce qui a fait que vous pensiez à vous documenter dès le début sur le bouddhisme et pas sur d'autres religions? Juste, vous avez choisi le bouddhisme. Dans d'autres religions, comme je venais de vous dire, j'étais chrétien, j'étais catholique. Donc, quand j'ai fini avec la compréhension, bien que tous les jours on apprend. Et j'ai pensé aussi, vous savez, quand nous sommes sur les bancs de l'école, on aime lire, beaucoup lire. Alors, quand vous constatez que ça, je pense que c'est... Donc, vous êtes tombé sur le bouddhisme un peu par hasard, et puis vous avez continué à lire, et puis ça c'est envie à vous. Oui. Je constatais en moi que c'était même des enseignements. C'était ça, effectivement, quand je lisais, je me disais que, effectivement, apparemment, ça c'est moi. C'est mon âme, c'est mon esprit. Et je vais aller un peu loin. Et voilà donc... Est-ce que vous vous rappelez d'un titre, d'un livre que vous lisiez à cette époque-là? Oui, dans les passés, c'était le livre, ce qu'on appelait Amina. Amina et Bouddha Sakyamuni, prenez vite. Et Bouddha Sakyamuni, prenez vite, parce qu'il y avait des documents comme ça qui sortaient, Bouddha Sakyamuni, prenez vite. On vous montre de l'argent, et quand vous avez des examens, et vous envoyez l'argent en France, ils vous bénissent le stylo, on vous renvoie ça, et puis vous faites les examens. Qui faisait ça? Ça, dans le Bouddha, c'est Amina, là. Oui, dans le livre. Dans le livre. Ça, on raconte ça dans le livre. On raconte ça dans le livre. Donc, de temps en temps, je lisais ça. Mais ce qui m'intéressait, c'est pas envoyer le BIC en Europe et envoyer l'argent en Europe afin que vous ayez le... Est-ce que ce qu'on disait dans ce livre-là, c'était vrai ou bien c'était une histoire qu'on racontait, peut-être métaphoriquement, ou bien est-ce que c'est des récits vrais qu'on racontait dans le livre? Bon, c'était pas des récits vrais parce que là, je suis dans. Et j'ai fait une découverte que c'était des mensonges. Voilà. C'était peut-être d'autres gens qui utilisaient les noms de Bouddha d'une autre façon, ou l'enseignement de Bouddha d'une autre façon. Ça, après avoir rentré dans l'eau, c'est comme quand nous lavons, et quand vous rentrez dans l'eau, vous comprendrez, et sous l'eau, dans l'eau, il y a beaucoup de choses. Il y a les poissons, il y a les crabes, il y a ceci. Donc, quand je rentre actuellement dans le Bouddha, dans le bouddhisme, et je comprends, et c'était pas ça. C'était pas ça. Qu'on vous présente l'argent, et quand vous rentrez dans le Bouddha, on vous présente l'argent, le Bouddha Sakyamuni, prenez vite. Or, c'était pas ça. Donc, c'était du mensonge. C'était du mensonge. Moi, j'aimerais comprendre. Ça veut dire que ce qui vous avait poussé à entrer dans le bouddhisme, ce sont ces histoires. Non, c'est l'éducation. On vous parle de l'éveil, la compréhension en soi. C'est ça qui m'est poussé. Ok, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Bouddha? Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs écoles bouddhistes. Tout à fait. Expliquez-nous ça un peu. Voilà, quand nous parlons, il y a plusieurs écoles bouddhistes, oui. Parce que dans le passé, le Bouddha, donc le Siddhartha Gautama, qui était devenu donc le Bouddha, et il était noir. Bouddha était noir. Il était un indien.
quand il est naissant, donc son père il met en ce monde, quand il naît, quand il grandissant, et bien que son père l'a fait marier, afin que, parce que le jeune, ses objectifs étaient que de quitter le palais royal parce qu'il fut un enfant des rois. Alors, son objectif de quitter le palais royal afin d'aller à la quête d'une compréhension directe avec le soi. Effectivement, et il abandonna donc son fils, qui était Raoula, et il abandonne donc sa femme, et il sort. Son nom c'était Raoula. L'enfant de Siddhartha Gautama, donc l'enfant de Bouddha. Il s'appelait Raoula. Donc il abandonna donc Raoula, et voilà. Et il est parti. Donc Siddhartha Gautama, qui est Bouddha, c'est ça, avait des enfants. Il avait un enfant. Il avait un enfant parce que son père voulait que son enfant puisse rester avec la trône. Avec cette trône qu'il avait. Alors, il a fait de son mieux d'organiser une cérémonie pour que son enfant puisse se marier. Effectivement, c'est ce qui s'est fait en tant que jeune qu'il était. Parce que... Là, il n'avait pas encore il n'avait pas encore découvert sa mission de Bouddha lorsqu'il fait dans l'enfant. Ou est-ce qu'il était déjà Bouddha? Non, il n'était pas Bouddha, il était Siddhartha Gautama. Il était Siddhartha. Mais son père voulait que l'enfant puisse rester avec les trésors qu'il avait, ce matériel qu'il avait, parce qu'il fut un roi. Alors, quand le papa constata les séquelles spirituelles, les questions que l'enfant posait à son père, et le papa s'est dit, l'enfant là, je risquerais de le rater. Même le nom de Siddhartha Gautama est sorti dans ça. Ah, il faut donner un nom qui sera donc familier avec les objectifs que j'ai moi, papa, pour que l'enfant puisse suivre ces énergies de son nom, suivre ce que moi je pense. Pour enfin de mettre le cadre de séquelles spirituelles, de pensées spirituelles qu'il avait. Alors que papa, lui, il avait besoin que l'enfant reste avec cette trône-là, et pour gérer ce matériel-là. Mais c'est là où il a donc fait de son mieux, faire marier donc l'enfant. À quel âge? Pour couper donc les pensées spirituelles. Il avait 29 ans. À l'âge de 29 ans, donc, il quitta donc le palais royal et il partit donc dans la forêt vers la quête. À l'âge de 29 ans, il quitte le palais, mais à quel âge il se marie? Non, c'est là il s'est marié. Il s'est marié à l'âge de 29 ans, là, il s'est marié, et il met son enfant, et puis il sort. Toujours à l'âge de 29 ans. Il part où? Il part dans la forêt. Il part dans la forêt pour donc, la quête. Pour la quête, chercher à découvrir pourquoi il y avait donc les gens souffraient. Parce que souvent, quand il sortait avec son père, il voyait donc les vieillards, il voyait les hommes malades, hein, il voyait les gens qui mouraient, et il posait souvent la question chez papa. Le papa, donc, les morts que je vois, donc moi aussi, c'est comme ça. Le papa, est-ce que ceux qui sont vieilles, là, donc moi aussi, c'est les vieilles. Donc, voilà, donc il posait beaucoup de questions. Et c'est là où il a pris une résolution, il décida donc d'aller donc à la quête de la compréhension. Pourquoi il y a donc la naissance, pourquoi il y a la vieillesse, pourquoi il y a la maladie, la mort. Donc moi je pars pour donc chercher à découvrir, afin d'expliquer, comprendre tout ça, et je reviendrai pour expliquer au monde. Et il va là-bas et il fait comment? Il se nourrit? Comment? Il fait comment? Oui, il a fait 6 ans, dans la forêt, en position de lotus, et sous l'arbre, qu'on appelle l'arbre de Bodhi. L'arbre de Bodhi. Il se trouve en Inde, là, oui. Dans Mahabodhi, le temple de Mahabodhi. Oui, ça, le Mahabodhi, ça c'est le temple qu'on construit et qu'on donne le nom. Donc avec le temps ici, quand nous allons construire bien sûr, c'est sûr que nous allons négocier avec les frères qui sont en Inde, où là se trouvent les temples bouddhistes, et
nous avons des arbres. Et les arbres maudits, là où la terre éveille, et dans tout le temple, il y a ces arbres-là. Nous allons l'amener ici au Congo un jour. Il n'y en a pas au Congo, déjà? Au Congo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un arbre qui a. C'est un arbre sacré, ça a des propriétés, on soigne avec. Oui, il a des vertus, un arbre comme ça, des vertus. Donc l'arbre maudit. L'arbre de la maudit. Là où la terre, donc l'élimination. Donc il s'assoit là, sur l'arbre. Puis là, il a sa position, il a fait le vœu. Tant que je ne découvrirai pas la vérité, je ne quitterai pas en ce lieu. Il est resté là assis pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Sans se laver, sans bouger, sans brosser les dents. Il était là. Ce qu'on nous le vivons aujourd'hui, nous avons notre frère en Inde dans un Népal aujourd'hui, un jeune de 19 ans, qui est là assis en position de méditation de lotus, et qui respire. En ce moment-là, ça fait beaucoup de années qu'il est là. Il ne mange pas. Il ne mange pas. Il mange, c'est manger l'air. Il respire l'air, il mange l'air. Il est africain? Non, il est sénégalais. Il y a déjà un Africain qui a pu faire un certain nombre d'années dans la même position, dans la même posture. Non, il n'y a pas encore d'Africain. On en aurait peut-être. Ça, ce n'est pas une décision qu'il nous faudrait que je parte m'asseoir pour que les gens puissent me voir, que je deviens un grand homme spirituel, tout ça. C'est pas ça. S'asseoir, on peut s'asseoir dans la maison aussi pour la méditation. Marcher aussi, c'est une méditation. Et vous comprenez, dormir aussi, c'est une méditation. Manger, c'est une méditation. Et donc, il fait 6 ans après. Dans les 6 ans-là, qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire? Voilà. Dans les 6 ans, oui, il a vécu et puis il a vaincu. Il a vécu, il a vaincu. Vécu, ce sont ses expériences. Vécu parce qu'il y a eu des marats qui venaient l'emmerder, des gens qui venaient danser nus devant lui, des femmes qui venaient danser devant lui. Pour le perturber. Et il y a aussi des marats qui envoyaient son armée, donc des militaires, invisibles bien sûr, et pour l'emmerder. Mais par sa sagesse, il les repoussé. Voilà. Par la concentration, il partait. Voilà à peu près. Et au bout de 6 ans, il a fini. Et au bout de 6 ans, quand il a fini, et puis voilà, il y a le gouvernement de l'Inde, mobilisé, qui était venu donc le faire sortir, et qui l'amenait donc. Et comment le gouvernement a su qu'il a fini? Il avait lancé un appel? Bon, donc tel qu'aujourd'hui nous voyons, et vous voyez notre frère qui est en position de lotus aujourd'hui, assis sur l'arbre de Bouti, je pense. Et alors, il a son petit frère qui est à côté. Il a un cousin qui est à côté, et qui le voit et qui l'entretient. Oui. Il regarde seulement, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis une sécurisation, et que les gens et les journalistes mondiaux, ils viennent pour les filmer, pour que les gens ne rentrent pas là où il est. Oui. Donc c'est à quelques centimètres, et les gens regardent. Donc lui, le cousin, est à côté, et il le regarde. En tout cas, quand les journalistes mondiaux, quand ils arrivent, ils posent la question au cousin qui est à côté, il dit non, il est debout, il ne s'est même pas debout, il est là, et tout. Hein? Il ne bouge pas, il est là, il ouvre les yeux, il ferme les yeux, il ne bouge pas, il est là. Voilà. Donc, si le gouvernement indien ou népalais, quand il viendra prendre les renseignements, c'est chez lui qui est à côté de lui. Voilà, donc, je pense que ça a été comme ça aussi. Donc, lui aussi, il avait quelqu'un à côté. C'est sûr qu'il y a eu des gens. Donc, finalement, le bouddhisme, c'est chinois ou bien c'est indien? Voilà, ça, c'est des questions vraiment des bases. Le bouddhisme sort de l'Inde. Siddhartha Gautama fut un Indien. Et il y a les Chinois, les hommes d'affaires chinois, et qui sont partis en Inde. Arrivé en Inde, il découvra un trésor comme ça, comme cet enseignement. Et ils se sont dit, tiens, ça c'est un enseignement qui est très précieux pour le monde.
plus précisément pour notre pays, donc la Chine. Ils se sont dit, bon, ça pour bien l'appréhender, il faudrait prendre un peu du temps. Donc, quand ils sont repartis en Chine, ils ont propagé donc, la nouvelle, et donc les gens partaient à pied. À ce temps-là, il n'y a pas des avions, il n'y a pas de véhicules, les gens donc partaient à pied. Et les autres quittaient la Chine à pied jusqu'en Inde. Faisaient 6 ans, 7 ans, 8 ans à pied. 8 ans Oui, à pied pour aller donc en Inde. Donc, où exactement? À Bodh Gaya? Oui, il partait dans la ville de Bodh Gaya, dans la ville de Sarna. Donc ça c'est quel moment? Après les 6 ans de Bouddha dans la forêt, ou bien pendant même? Non, ça c'est après les 6 ans. Ça c'est après les 6 ans que les gens partent pour aller donc découvrir. Et c'est là où, quand ils sont revenus en Chine, ils ont propagé donc la nouvelle, et les gens donc, ils partaient donc apprendre. Après avoir appris, et ces Chinois repartent donc en Chine pour donc commencer le travail de propager donc le bouddhisme. Ils ont mis donc, il y a eu les moines qui ont donc traduit l'enseignement des sanskrit en chinois. Et c'est ce qu'on appelle donc les sutras. Sanskrit, c'est quoi? C'est une langue? Le sanskrit, c'est une langue spirituelle bouddhiste. Okay. Donc, une langue indienne? Une langue indienne, spirituelle. Okay. Parce que la langue indienne, c'est hindi. Okay. Hindi, c'est une langue indienne. Mais spirituelle, c'est le sanskrit. C'est comme dans le catholique, nous avons ce qu'on appelle le latin. C'est une langue spirituelle catholique. Donc les Chinois, ils sont partis donc là-bas, ils sont revenus, ils ont mis donc les bases. Aujourd'hui, on parle du bouddhisme donc chinois. Et les Japonais sont partis apprendre le bouddhisme donc en Chine. Ils sont repartis donc chez eux. Aujourd'hui, on parle du bouddhisme donc japonais. Et les Coréens, ils partent donc apprendre le bouddhisme chez les Japonais. Ils sont repartis sur eux. On parle donc du bouddhisme japonais. Donc, au fur et à mesure, le Tibétain, au fur et à mesure, jusqu'aujourd'hui, nous sommes partis chez eux, et nous sommes revenus, nous sommes allés donc propager le bouddhisme. C'est sûr que demain, nous allons parler du bouddhisme africain. Pour l'instant, donc, c'est ça. Et voilà à peu près la réponse à vos questions. Ok, maintenant, vous n'avez pas terminé d'élaborer sur les différentes écoles. Il y en a combien exactement? Et quels sont leurs noms? Et vous faites partie de quelle école du bouddhisme? Voilà, nous avons le Mahayana, je suis dans l'école Mahayana, et nous avons aussi le Theravada, et puis donc nous avons ces 2 écoles-là qui amènent donc des monastères. Et qu'est-ce qui différencie les 2 écoles fondamentales? Bon, le bouddhisme, il est un. Il n'y a pas 2 bouddhismes, il n'y a pas 3 bouddhismes. Parce que l'enseignement de Bouddha, il n'y a qu'un seul enseignement. Il n'y a que l'enseignement de Bouddha. Maintenant, quand on parlait des écoles, le Mahayana, le Theravada, et aujourd'hui, quand on parle par exemple du Theravada, c'est l'enseignement des anciens. Donc, on parle de l'enseignement des anciens, donc la tradition. La tradition, parce que le Bouddha, dans le passé, il marchait nu-pieds. Vous comprenez, il marchait nu-pieds, il vivait donc dans les forêts, et les moines ne pouvaient pas donc rentrer dans les voitures, et rentrer dans les trains. Voilà. Donc ça c'est le système du Theravada, qu'on appelle donc le système des anciens, l'enseignement des anciens. Mais quand dans ce vivant, le Bouddha disait le monde va évoluer, et puis tout. C'est ce que sur qu'on n'allait pas peut-être marcher du pied, et puis tout. Alors, c'est là où il y a eu donc naissance aussi de Mahayana. Le Mahayana, c'est les gens ce sont des moines qui sont dans la vie de tous les jours. Okay. Donc c'est comme si on a tradition et contemporain. C'est ça. C'est comme si on a la tradition et la vie moderne.
Donc, on a la tradition avec l'autre, et on a la vie moderne avec le Mahayana. C'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, nous parlons le mot Theravada, actuellement, où le Mahayana, et les gens ne veulent pas beaucoup insister, s'imprégner dans ça. Et on parle de bouddhisme. On parle de bouddhisme. Okay. Voilà. Okay. Donc, finalement, vous découvrez le bouddhisme, vous avez appris sur Bouddha, et vous êtes rentré dans cette association-là, et après, maintenant, comment ça se passe jusqu'à prendre la décision de partir à Taïwan? Parce que lorsque vous partez à Taïwan, vous êtes dans l'association où votre cousin vous l'a emmené. Oui. Donc, expliquez-nous un peu, maintenant que vous avez évolué dans l'association, à quel moment vous décidez de partir à Taïwan et dans quelles conditions? Bon, avant de partir, nous avons reçu un moine ici, des Taïwanais, qu'on appelait Weli Fashi, des moines taïwanais Weli Fashi, de Fuguangshan, et c'est lui qui a accepté de venir en Afrique, donc propager le bouddhisme. Et quand il arrive en Afrique du Sud, et c'est là où il a commencé donc sa quête d'enseignement, et jusqu'au moment où il a eu donc le contact. Il y avait des universitaires, des Congolais qui étaient partis en Chine, envoyés par l'État. Ce sont eux qui étaient partis à l'école. Et Weli Fashi, le moine taïwanais, il croisa donc le moine Weli Fashi en Chine. Les Chinois, les Congolais, croisent donc le Weli Fashi en Chine. Et il a dit, nous avons une mission en Afrique. Donc vous êtes des Africains, nous sommes de Congo-Brazzaville, et voilà, donc on peut travailler ensemble et pour que vous soyez des représentants au Congo. Et puis nous allons donc chercher à implanter l'enseignement là-bas au Congo. Mais il serait souhaitable que vous envoyiez les Congolais, les jeunes Congolais, qui viendra chez nous apprendre. Parce que chez vous là-bas, le bouddhisme est pris comme du tralala, comme de la magie, tout. Et c'est mal vu en Afrique. Et c'est là où, et quand les Congolais rentrent, ils ont mis donc une association à Brazzaville, en Caraïbes et à Pointe-Noire. Et c'est là où donc, mon frère donc, Francis était. Et la première vague était partie. Il y a eu une première vague qui est partie donc, en Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, ils sont partis à Taïwan. La première vague. Et dans la première vague, il y a eu donc presque personne. Presque personne. C'est-à-dire? Il y a eu personne qui était devenu moine. Voilà. Il y a eu personne. Et pourquoi? Dans la première vague, ils étaient, je crois, 10. Sur les 10, il y a eu un qui n'était pas encore redonné, mais qui était resté là. Les autres étaient renvoyés. Pourquoi? Bon, mais vous savez peut-être qu'ils n'arrivent pas. Parce qu'en ce temps-là, quand ils partaient, ils n'étaient pas purement dans l'enseignement. C'était une association. On les a pris, ils sont partis, et peut-être avec la vie monastique. Ils n'arrivaient pas peut-être à s'intégrer. C'était difficile pour eux. C'est sûr que c'était difficile pour eux. Donc ils étaient donc renvoyés. Qu'est-ce qui peut rendre difficile la vie d'un Congolais au monastère? Vous me donnez des exemples? Bon. Tels que vous connaissiez les Congolais. C'est comme aujourd'hui, et je suis moine. Et si je prends quelqu'un du dehors, il vient, parce qu'il me voit, je suis bien en tenue et tout, maître, moi si je vais partir. Mais bien qu'il n'a pas appris, je l'envoie. Il aurait des problèmes. Mais eux, ils étaient dans une association. Oui, mais c'était une association. Et ça ne parlait pas spirituel. Ça parlait, c'est des réunions. Ça parlait des réunions. Les gens vont venir, les Taïwanais vont venir, développer le Congo, les Taïwanais vont venir pour mettre des industries. Ça parlait ça. Mais est-ce que c'était comme ça aussi? Bon, dans les objectifs, c'était en tout cas venir parce que une association ne peut pas s'installer comme ça sans support. C'est sûr, c'était cette philosophie-là.
Et les gens, ils venaient pour cette philosophie. Ah bon, je vais voyager, je vais partir à l'étranger, et tout. C'était pas fort dans le bouddhisme. Ils n'étaient pas vraiment dans le bouddhisme. Ils n'étaient pas dans ces systèmes. Donc on sélectionne une première vague qui part, justement par rapport à ce que vous décrivez. Une seule personne a été retenue. Ouais. Ok. Elle est où cette personne? Bon, et ça, je vais venir là. Et la deuxième vague, c'est ma vague. Nous étions dans le 19. Et sur le 19, ils sont partis dans l'Afrique du Sud. Ils ont renvoyé les autres. Et nous sommes restés ici. Ils sont renvoyés, c'était revenu au Congo. Et nous sommes restés en Afrique du Sud, à l'Institut d'Afrique du Sud. Et quand nous restons 8, et sur le 8, nous sommes donc venus en vacances ici. Vous avez quitté l'Afrique du Sud, vous êtes revenu en vacances au pays ici. Au pays ici, oui. Et quand nous sommes arrivés, tous les 8, nous sommes donc repartis en Afrique du Sud. Arrivés en Afrique du Sud, on nous a donc partagé. 4 devraient aller dans les industries, apprendre les métiers. 4 devraient donc continuer avec celui qui était dans la première vague, la première génération. On l'a pris comme il était là, on l'a pris. Donc, vous étiez maintenant dans une même vague. 4, oui. Donc 4, nous sommes donc partis à Taïwan. Ils sont partis à Taïwan. Et sans vous couper, les industries où on a envoyé les autres pour étudier, c'était des industries bouddhistes ou bien c'était des industries civiles? Non, c'était des industries civiles. Et qui a supporté c'était des frais? C'était des industries des membres bouddhistes. Des hommes d'affaires bouddhistes. Des hommes d'affaires bouddhistes. Donc les maîtres, ils les ont envoyés dans ces industries. Non, vous partez à Taïwan en 1995. Vous avez fait combien d'années en Afrique du Sud avant d'aller à Taïwan? Nous avons fait 2 ans et 6 mois. 2 ans et 6 mois. Ok. Après 2 ans et 6 mois, vous partez pour Taïwan. Le 25 décembre 1997. Et donc, nous avons pris l'avion pour Taïwan. Donc, Taïwan, c'est 97, pas 95. Oui, c'est 95, parce que nous avons quitté 95 ici, 95, 96 et 97, vers le fin 95. Pour rentrer en 96, nous étions donc dans l'avion le 25 décembre 1996. 1997, et nous sommes partis, nous avons fait 2 ans et demi en Afrique du Sud. Et nous sommes partis donc à Taïwan pour donc continuer les études. Donc nous sommes partis à l'université de Fubangshan. Et là-bas, comment ça se passe? Je pense que ça n'a pas été trop facile, l'admission au monastère, puisque vous étiez déjà pris en charge. Oui, tout était très facile, puisque nous étions bien logés, bien nourris, bien équipés. Et comment vous nourrissez là-bas au monastère? Mangez des viandes? Non, nous étions végétariens. C'est la vie du végétarien. Donc, arrivé donc à Taïwan, et c'est vrai qu'il y a eu des doutes, et pour nous ordonner aussi. Nous avons fait les études, on commençait à continuer à faire les études. On continue à faire les études. Il a du temps de nous ordonner, et il y a eu donc un peu de doute sur nous. Vis-à-vis, venant de leur part. C'est-à-dire que ceux qui vous ont reçu avaient des doutes à votre égard. Pour nous ordonner, bien sûr. Pour vous mettre dans le chemin. Les séances de donner, l'initiation, on nous initie. Et c'était donc des doutes. Nous ordonner de devenir donc des moines. C'est des doutes, c'est des Africains, et les Africains aiment ceci, aiment cela, est-ce qu'ils ne vont pas trahir l'enseignement? Est-ce que... Donc vous l'avez vécu, vous l'avez senti? Oui, c'était des réunions sur des réunions, Et là, vous, à ce stade-là, vous n'avez plus qu'un seul objectif, c'est de devenir moine. Vous faites tout pour que vous réussissiez cette formation. Non. Ou est-ce que jusque-là, vous êtes encore en train de regarder ce qui va se passer? Nous avons déjà choisi depuis l'Afrique du Sud et devenir donc moine. Nous étions déjà choisis. Donc, nous n'étions plus dans des doutes parce que nous étions déjà choisis depuis
Sud. Nous 4. Donc nous sommes arrivés, et voilà. Et malgré qu'eux, ils vous ont déjà choisi, ils sont arrivés là-bas à Fort Guangshan, ils ont continué à émettre des doutes sur votre réussite là-bas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des anecdotes par rapport à ça? Bon, c'est par rapport à l'Africain. Okay. C'est l'Africain d'abord. Bon, mais est-ce qu'ils ne vont pas trahir? Ils aiment ceci, ils aiment cela, ils aiment ceci. Est-ce qu'ils ne vont pas trahir? Ils aiment quoi? Les Africains aiment les femmes, les Africains aiment boire. Mais, donc, tout ça, est-ce qu'ils ne vont pas trahir l'enseignement? Voilà. Donc, et ça, il y a eu donc des concertations sur concertations. Et voilà, jusqu'au moment où les staffs ont tapé sur la table, ils ont pris une décision, donc ils peuvent donc aller être ordonnés donc, dans les Himalayas, donc en Inde. Donc de Taïwan, on vous envoie en Inde, dans les Himalayas, et là-bas, c'est là-bas que vous faites les 8 ans de formation. Non. C'est quand on nous ordonne, nous avons fait 1 mois en Inde et nous sommes donc revenus à Taïwan. Okay, donc on vous a pris pendant 1 mois pour vous dresser un peu, et puis on vous a ramené pour continuer la formation. C'est ça? Non, pardon, c'est ça, c'est maintenant c'était l'ordination. L'ordination. Le redressement, c'est l'école. On ne peut pas t'ordonner sans te transformer, sans t'étudier. Donc ça fait partie en fait du cursus en fait. Oui. Ça fait partie du. Ça veut dire que même les moines blancs qui sont là-bas, on les envoie aussi là-bas. Oui, tu sois blanc, tu sois qui, tu dois passer par la formation, par l'école. Et puis tu finis, et tu es ordonné. Bon, c'est pas obligatoire que on doit t'amener dans les Himalayas pour être ordonné. Ça, c'est une cérémonie qui a été organisée comme ça. Donc cette fois-ci, nous allons organiser donc la cérémonie dans les Himalayas. Et ça a été donc organisé là-bas. Et quelle est la relation du bouddhiste avec la femme? Est-ce qu'il y a des femmes bouddhistes et des femmes moines? Voilà, ça est une bonne question. Tout le monde est bouddhiste, tout le monde peut être bouddhiste. C'est comme on dit, tout le monde peut être chrétien. Mais dans le chrétien, nous avons par exemple le catholique, il y a des prêtres. Dans le catholique, tout le monde ne sont pas des prêtres. Il y a des membres qui ne sont pas prêtres, mais qui sont des chrétiens. Ils viennent pour prier. Donc, dans le bouddhisme, tout le monde peut devenir bouddhiste. Et puis, quand vous êtes vis-à-vis de votre karma, tu penses devenir moine, et puis tu deviens moine. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des femmes moines comme vous? En Afrique, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore l'historique des Africains moines, femmes moines bouddhistes. Non, mais en Asie, il y en a beaucoup. Actuellement en Europe, nous avons des nonnes qui sont des moines, donc des moines nonnes, des nonnes. Et voilà à peu près. Dans notre discussion, vous m'avez fait savoir qu'un moine ne peut pas se marier et avoir des enfants. C'est ça. Oui. Comment ça se passe maintenant pour les femmes? C'est pareil. Elles aussi, elles ne peuvent pas se marier ni avoir des enfants. Oui. Quand vous êtes moine, avant que vous soyez moine, si vous avez des enfants, ça n'a pas de problème. Mais quand vous les devenez, vous ne pouvez plus avoir des enfants. Vous serez donc au service de l'humanité. Et si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Si ça arrive, c'est difficile que ça arrive, mais si ça c'est déjà arrivé dans l'histoire. Bon, c'est pas arrivé, c'est pas encore arrivé, parce que si ça peut arriver, en tout cas, c'est le enfant qui t'inquiète. Il faut donc démissionner, tu signes la démission, tu es parti. Est-ce que les moines sont payés et l'administration paye les moines? Nous avons le monastère vit de budget. Nous vivons de budget. Alors, voilà, nous vivons de budget. Budget qui sort des cotisations, des membres? Bon, c'est comme nous, les budgets sont de la direction générale de votre Fou Guangshan. Parce que j'ai vu que Fou Guangshan, c'est pas seulement un monastère. C'est des entreprises aussi qui sont autour. Vous avez vos propres médias, vous éditez des livres,
faites, donc il y a de l'activité économique aussi Oui, derrière. oui. Et j'ai vu que vous avez il y a des universités là-bas aussi, à part entière. En tout cas, nous avons des universités laïques. Ça veut dire qu'un non-bouddhiste peut aller apprendre là-bas. Oui, c'est ça. Le bouddhisme, c'est la religion de l'humanité. Hein? Le bouddhisme, c'est un état d'esprit. Hein? Ça a dépassé même l'étape de la religion. Donc, il n'y a pas de la limitation. Donc, n'importe qui peut aller apprendre. Donc, vous venez, vous faites votre formation. Et maintenant, s'il faut faire une comparaison, le jour où vous entrez dans cette formation-là et le jour où vous sortez de cette formation, quelles sont les 5 choses qui ont changé en vous? S'il faut énumérer 5 choses, 5 grands changements que vous avez subis. Bon. Qu'est-ce qui a changé? La première des choses, c'est comme vous le voyez. Hein? J'aime m'habiller comme ça. Et je suis fier d'être habillé comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte la fierté? Au-delà de la fierté, qu'est-ce que ça représente de s'habiller comme vous êtes habillé? Et ça présente juste moi. Ok. Juste ça? Un spirituel, un leader. Et voilà. Et quoi d'autre? Donc, nous, on veut savoir, donc, dans ces années-là, majeure transformation que vous avez subies. J'ai changé de vie. J'ai changé de vie, j'ai plus une vie extérieure dominante. J'ai maintenant une vie qui, je pense que c'est même ça. Et votre vie d'avant était comment? Pour faire un peu le contraste. Bon, la vie d'avant, j'aimais pas la vie de bar. J'aimais toujours rester tranquille, seul. J'aimais pas le bruit. C'est vrai, ça pouvait arriver, d'aller passer avec les amis. Je pouvais peut-être partir dans une buvette, mais c'est difficile. C'est très très difficile pour moi. Et mes amis aujourd'hui qui me voient, ils ne sont pas surpris de me voir ce que je suis devenu. Parce que je n'avais pas la vie de femme. En tout cas, je n'aimais pas ça. Voilà, donc j'ai fait des études à Bélizy, je vivais seul. Et quand j'allais ici à Pointe-Noire, je vivais seul. Donc je vivais en montagne. Quelle est la relation finalement avec vos frères? Vous avez dit que vous avez combien de frères? Sœurs? Vous avez des frères, des sœurs? Vous êtes l'aîné? Non, je suis loin de l'aîné. Loin de l'aîné. Maman et papa, ils avaient combien d'enfants? Nous étions 8. 8. Nous étions 9. 9. Il y a 2 qui sont partis. Okay. Vous êtes dans quelle position? Je suis en dernier. En dernier, donc 8e. Et comment ça se passe les relations avec les frères aujourd'hui? Non, nous sommes là, en retrait. Pas de problème, ça se communique, tout le monde. Ils ont pas eu du mal à accepter le fait que vous ayez pris tout ce temps loin d'eux pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Non, mais d'abord, nous sommes une famille spirituelle, donc ils comprennent ce que je suis devenu. Et je ne suis pas aussi emmerdé par la famille, parce qu'ils comprennent que je n'ai plus de famille. Ma famille, c'est l'humanité. Donc, en tout cas, ils sont contents de me voir. Et quand ils ont besoin de moi, il y a des moments, ils m'appellent. Et je leur rends visite. C'est vrai que je suis tellement beaucoup occupé. Et je leur rends visite. Parfois, la nuit aussi. Donc, c'est vrai, ils viennent me voir. Je leur rends visite aussi. Ils sont contents de moi, ils sont fiers de moi. Voilà. Et maintenant, au monastère là-bas, vous êtes des Noirs, vous êtes 4, c'est ça? Non, voilà, et donc nous étions 4, sur les 4 nous étions ordonnés, et les 3, il y a 2 qui sont partis, ils sont renvoyés. Vous êtes restés 2. Et nous sommes restés 2 sur les 2. Et vous 2 des Congolais, il n'y avait pas d'autre nationalité? Congolais, c'est nous. Et les 2, l'autre. Donc vous étiez les 2 seuls Noirs de tout Fort-Guangxin? Oui. Et lui, il est revenu au Congo,
avant d'être devenu moine. Il était déjà moine. Nous étudions en Inde. Et il est revenu au Congo voir le papa qui était malade. Et quand il arrive, c'est vrai que l'institution avait donné le billet de retour. Ils n'avaient pas payé, mais ils avaient donné l'argent pour revenir. Donc ça, le Congo, à ce temps-là, le pays a connu des problèmes difficiles. La guerre qu'il y a eu ici. Nous n'étions pas là, nous avons entendu qu'il y avait la guerre ici. Il est venu voir donc les parents. Il est venu voir les parents en quelle année? En 2000. Lui, il est revenu en quelle année? Parce que vous revenez au pays en 2001. Oui. Lui, il est revenu, je crois qu'en 99. 99. Je dis. En 2000. Oui, 1999. Lui aussi, ça veut dire qu'il a accumulé 8 ans de formation. Ah oui, presque. Bon. Mais pas parce que je suis resté longtemps, moi je suis resté longtemps seul là-bas à Taïwan. Pourquoi c'est pas lui le premier moine? Pourquoi c'est vous? À quel moment? Bon, parce que vous dites que lui aussi il était déjà reconnu moine. Qui a été reconnu le premier? C'est vous? Non, nous avons donné ensemble, mais je suis resté seul. Il est revenu ici au Congo, voir les parents, jusqu'au moment où il a quitté parce que le nation n'avait pas envoyé l'argent pour revenir à Taïwan. Je veux dire, nous avons donné l'argent et le billet, bon, mais s'il a gaspillé, on peut tout donc d'envoyer de l'argent. Donc voilà, le temps qu'il est resté ici pour ne pas supporter avec notre vie. Il n'était pas venu pour travailler. Et puis il a quitté. Il a quitté le pays? Il est là, il n'est plus moine. Ah, il a quitté le bouddhisme. Il est bouddhiste, mais il n'est plus moine. Il n'est plus moine, on l'a restitué. Donc voilà. Mais maintenant, comment les moines gagnent leur vie économiquement? Bon, c'est vrai que nous avons quelque chose. L'argent de poche. Nous sommes subventionnés. Nous sommes subventionnés. Ok, maintenant vous êtes subventionné. Est-ce que, en dehors de ça, vous avez une liberté d'entreprendre? Vous avez votre coca chaque fin de mois. Donc vous n'avez pas besoin de faire un business. Vous avez votre coca chaque fin de mois, à l'exception de votre budget. Vous avez le budget, vous êtes logé, et tout en santé, et chaque fois que vous avez un coca, donc vous n'avez pas besoin d'aller faire le business. C'est ça fait. Voilà. Mais comment ça s'explique que, tout à l'heure vous avez dit qu'il y a des moines qui ont des industries? Non, je n'ai pas dit que les moines ont des industries. Les bouddhistes, vous pouvez être bouddhiste, vous n'êtes pas moine. Vous avez des industries. Quand il y a un patient, un bouddhiste membre qui n'a pas de boulot, je les envoie chez vous. Vous comprenez? Donc vous êtes bouddhiste, mais vous soutenez la mission. Vous comprenez? Vous envoyez, et si c'est l'eau que vous allez payer chaque fin de mois, et si c'est le courant que vous allez payer chaque fin de mois, oui, et vous envoyez des enveloppes à l'institution. Et ça permet à l'institution de tourner. Donc si je comprends bien, les moines bouddhistes reçoivent une petite rémunération, ou bien une rémunération mensuelle, et ils sont tenus qu'à ça. Ils ne peuvent pas entreprendre. Quand je dis entreprendre, c'est pas seulement faire des affaires hors du bouddhisme. Entreprendre, c'est aussi peut-être avoir son temps et faire des soins. Est-ce que je veux comprendre les limites légales du bouddhiste, du moine bouddhiste. C'est comme ça, c'est un temple. Là, vous avez vu, il y a des patients qui sont là, des patientes qui sont là, qui sont malades. Ils sont venus pour des conseils. Là, je vais traiter. Je vais traiter parce que j'ai déjà commencé à traiter le monsieur qui est malade là. Voilà. Donc, ça c'est entreprendre. Puisque les gens viennent pour nous visiter, ils sont malades, il faut les aider. Voilà. Donc rien ne manque de traiter ceux qui sont malades.
Ça veut dire que vous n'êtes pas limité aux revenus qu'on vous donne à la clinique. Non, nous ne sommes pas limités. Nous sommes pas limités. Vous épanouir au-delà de cela. Oui, nous ne sommes pas limités parce que l'objectif, c'est aider l'humanité. Il n'est pas dit que celui-là n'est pas membre ici, et puis quand quelqu'un est malade, on ne peut pas donc faire une prière pour elle. Nous avons donc ces capacités en totalité. Expliquez-nous, donnez-nous un peu une journée typique au monastère là-bas, le Faux Wangchan. Expliquez-nous une journée typique, comment ça se passe, quand vous vous réveillez jusqu'à ce que vous allez vous coucher. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, quand vous êtes à l'école d'abord, vous êtes à l'école, vous êtes soumise aux lois de l'école. Le matin, vous vous réveillez, et c'est la prière. Après la prière, vous partez pour le manger. Après le manger, vous revenez, vous mettez donc la propriété, et puis tout. Et puis, c'est les études, c'est comme à l'école. À telle heure, tel professeur arrive, à telle heure vous finissez, telle heure, tel professeur arrive, telle heure vous finissez au fur et à mesure. C'est une rotation des professeurs. Et à 12 heures, donc, vous partez manger, et vous revenez, vous reposez, et 30 minutes, comme ça, 15 minutes, et puis il y a donc la sonnerie, et vous partez donc dans la salle de classe pour donc continuer donc les études. Et les soirs, et donc c'est la prière. C'est pas de sport. Voilà, il y a donc les sports, 16 heures il y a des sports, ceux qui vont pour jouer au basketball, et tout. Bon, on joue au basket là-bas, c'est pas juste le kung fu. Bon, ceux qui font le kung fu font le kung fu, ceux qui font le basketball ils font, et ceux qui font le sport ils font le sport. Voilà. Maintenant, quand vous finissez, donc, vous n'êtes plus sur le banc de l'école, vous êtes dans les administrations, là, vous travaillez. Et ça, c'est là le travail. Vous travaillez donc là. Vous faites donc l'administration, les managements, vous apprenez le management, comment vous gérez les personnes et tout. Et maintenant, à quelle heure vous mangez dans la journée?